10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va tenter de se mettre d'accord dans ce grand bazar avec aujourd'hui Yves Damécourt. Bonjour, vous êtes viticulteur, ancien élu local et membre de Nouvelle Énergie, le mouvement de David Lisnard. Jacques Miard devrait nous rejoindre dans un instant, maire de Maisons-Laffitte. Et on l'attend d'un instant à l'autre. Il se représente aux élections législatives. Éric Tegner, journaliste, président de Frontières. Alors Frontières, c'est le nouveau nom de Livre Noir. Il va falloir s'y faire, mais voilà, un changement de titre, pourquoi ? Parce qu'on passe un nouveau cap. Après 3 ans, on sait quand on s'est lancé Livre Noir, on faisait des entretiens sur YouTube. Maintenant, on fait des reportages, de l'enquête. Et donc, c'était important aussi de marquer ce changement par un nouveau nom. Et Frontières, parce qu'on pense que dans les décennies à venir, c'est le nouveau clivage en France et en Europe qui divise aujourd'hui ceux qui veulent faire disparaître les frontières nationales, culturelles, civilisationnelles, éthiques, etc. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour Michel. Bonjour. Et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Donc Emmanuel Macron, dans un instant, devrait s'adresser aux Français, enfin ou du moins aux journalistes. Il tient une conférence de presse à 11h. Il a annoncé hier qu'il interviendrait 3 fois par semaine à la télévision. On va évidemment revenir sur Éric Ciotti qui s'allie avec le RN. Les Français sont-ils favorables à une alliance LR-RN? C'est ce que semblent dire en tout cas les sondages. Et puis la recomposition de la gauche. Beaucoup de sujets avec vous ce matin. Michel, on parlait d'EDF avec Sylvie Metzelaar de 60 millions de consommateurs. Ça a un lien avec notre sujet. Oui, en fait, je trouve que c'est un bon résumé des années Macron que nous avons connues et que nous connaissons encore, mais dont on commence à voir un peu une forme de crépuscule. Il y a 9 ans, lorsqu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron a autorisé la vente d'Alstom à General Electric. Donc du parc nucléaire, enfin d'une partie du parc nucléaire français exploité dans le territoire de Belfort, qui a embauché des milliers de Belfortins, à General Electric, entreprise américaine. Ouais. Et 9 ans après, l'information est tombée il y a 10 jours déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. La présidence de la République annonce que ce même parc, ce qu'on appelle les turbines Arabelle, qui sont des turbines de production électrique parmi les meilleures au monde, les plus puissantes au monde, sont vendues par General Electric à EDF. Donc les turbines nucléaires françaises qui font partie vraiment de notre patrimoine aussi historique, parce que ça fait 150 ans qu'à Belfort, nous avions l'excellence française en matière d'énergie électrique, revient dans le giron national. Et donc Emmanuel Macron, il y a 10 jours, revient sur la décision qu'il a prise il y a 9 ans. Alors évidemment, tous les acteurs du territoire de Belfort sont très soulagés, sont très contents, parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient cela. Il faut se féliciter de cette décision. Et moi, je salue d'ailleurs les élus du territoire de Belfort, président du département, la région également, la ville, tout le monde s'est mobilisé pour obtenir cette décision, qui a été très longue à obtenir. Mais enfin, le parc nucléaire français revient dans le giron français. Mais qu'est-ce qu'on a perdu du temps? Qu'est-ce qu'on a perdu 9 ans? Et Emmanuel, c'est tout cela, Emmanuel Macron. C'est du en même temps, mais c'est pas du en même temps. C'est je fais le contraire de ce que j'ai fait avant. Et je trouve que c'est un très bon résumé de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, mais on a perdu 9 ans pour pas grand-chose. Ouais, un mot. C'est hallucinant tout ça. C'est pas Macron 2 le retour, c'est Macron 2 le demi-tour. Il a sabré complètement notre politique nucléaire. Il a vendu donc cette technologie aux Américains. Il a fermé Fessenheim. Malheureusement, on ne pourra pas réouvrir Fessenheim. Et il a, et ça c'est très grave, arrêté le projet Astrid qui avait été relancé par Nicolas Sarkozy et qui était le nouveau Super Phénix que Lionel Jospin et Dominique Voynet et Corinne Lepage avaient arrêté en son temps, c'est-à-dire le nucléaire de 4e génération, qui permet d'utiliser nos déchets nucléaires pour produire de l'énergie avec une souveraineté de 3000 ans pour la France. Et donc voilà, Emmanuel Macron n'a aucune colonne vertébrale. Et il avait d'ailleurs dit en début de mandat qu'on jugerait de sa politique au score du Rassemblement national. Ouais. Eh bien, on voit où on en est. Bon. Je pense Éric, Il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron, avec cette affaire Alstom, c'est ce qui le suit aussi depuis des années.
Vous avez reçu ce matin justement Jean-Philippe Tanguy, le député du Rassemblement National. C'était un des premiers à alerter à l'époque sur une sorte de pacte de corruption qu'il y a eu aussi sur l'ensemble de la place de Paris, où General Electric justement a payé l'ensemble des cabinets, d'avocats, d'influence, etc. justement pour nous dépouiller. Et on sait qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée, a mené un rôle déterminant. Et justement dans cette histoire où il y a 10 jours, on a vu des incohérences. Emmanuel Macron qui prétendait justement ne pas être au courant avant la vente, explique que de toute façon cette vente-là, ça faisait 1 an et demi qu'ils en parlaient dans les conseils ministériels, donc qu'il était bien au courant. Et là-dessus, Jean-Philippe Tanguy avait fait un signalement. Donc je pense aussi qu'il y a le souhait de se protéger et de se couvrir. Parce que, un peu comme avec Nicolas Sarkozy, parce que François Hollande a ouvert une jurisprudence qui consistait aussi à pouvoir faire condamner d'anciens présidents de la République. Quand Emmanuel Macron terminera son mandat, à ce moment-là, des affaires ressortiront. Et donc justement, pouvoir un peu revenir en arrière pour se protéger, parce que on sait qu'aujourd'hui c'est la problématique d'Emmanuel Macron, c'est aussi une façon de se couvrir, je le pense. Alors, on va marquer une toute petite pause. On aura Jacques Miard avec nous, qu'on a réussi à retrouver, qui était très loin à Maison Lafitte, mais il sera avec nous. Il était en train de coller des affiches. Et je crois qu'il est très en forme. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour tenter de commenter cette actualité avec le président de la République qui doit s'exprimer. Il tient une conférence de presse normalement à partir de 11h. Il est déjà 11h03, je crois que ça n'a pas commencé. Mais on va suivre ça et on va vous tenir au courant de ce qui se dit lors de cette conférence de presse. Nous sommes ensemble avec Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Bonjour, cher Jacques Miard, vous êtes en forme? Bonjour Valérie, ravi de vous retrouver en pleine forme. Vous étiez à la diète médiatique pour cause d'élections. Oui, mais enfin, ça m'a pas empêché de communiquer via les réseaux et via Internet, parce que il faut bien admettre aujourd'hui que l'information circule davantage avec des moyens privés que par les sites officiels. C'est vrai, vous avez raison souvent. Et vous avez publié Bye Bye Démocratie, plus jamais, plus d'actualité que jamais, paru chez La Fond Presse. Et je dois dire que Maison Lafitte est en train de devenir une des capitales littéraires françaises, parce que la municipalité et son maire Jacques Miard a décerné un prix littéraire Jean Cocteau. Jacques peut nous dire quel est le lauréat, mais j'ai eu la chance d'y assister. Voilà, et comme je sais que Valérie Expert adore les livres, il faut dire que Maison Lafitte, c'est pas que le cheval, c'est pas que Jacques Miard, c'est aussi la littérature française. Bravo. Vous savez, nous sommes tous culture, faut jamais l'oublier, c'est dans notre ADN. Et j'invite les auditeurs et les téléspectateurs à acheter le livre de Perrine Tripier, qui est un ouvrage étonnant, d'une jeune femme de 25 ans, publiée chez Gallimard, à son premier coup d'essai. Et je lui ai posé la question, comment avez-vous fait pour être publié chez Gallimard? Elle m'a dit, je l'ai envoyé, j'ai été prise. Eh ben, bravo. Formidable. Oui, parce que c'est pas... Ouais, on continue. Non, c'est pas évident, effectivement, d'envoyer un manuscrit chez Gallimard et d'être choisi. Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, et vous êtes membre de Nouvelle Énergie, le mouvement de David Lisnard. David Lisnard qui était ce matin chez nos confrères d'RTL, je crois, et qui a décidé de se montrer peut-être un petit peu plus. On pourra en parler avec vous. Éric Tegner, journaliste, président de Frontières. Je précise que c'est le nouveau nom de Livre Noir, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Alors, on va parler de cette conférence de presse, on va essayer de suivre ce qui s'est dit. On va parler d'Éric Ciotti, qui a décidé de s'allier avec le RN. Qu'en pensent les Français? Un sondage nous dit qu'un Français sur deux soutient ce choix. Et puis la recomposition à gauche. On continue notre tour de table et on va commencer avec vous, ou on va continuer plutôt avec vous, Yves Damécourt. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur pour, un peu de douceur, pour Françoise Hardy. Ouais. Et puis cette chanson, Tant de belles choses, qu'elle avait écrite en 2004 quand elle a cru mourir, qu'elle a touché les frontières de la mort. Une magnifique chanson qui décrit un peu ce processus, ce long tunnel, l'arc-en-ciel au bout, etc. Des histoires que racontent beaucoup les gens qui sont dans le coma et qu'elle a mis en musique et en chanson. Et puis en 2015, rebelote avec son livre Un cadeau du ciel, un magnifique livre où elle raconte encore son coma, la gentillesse des gens qui s'occupent d'elle dans les hôpitaux, etc. Ouais. Et puis toutes ces chansons qui
ont bercé, pour ma part, notre enfance, notre jeunesse, et puis qu'on aime, quoi. Bah oui. Et pour la petite histoire, et ça fait le lien aussi avec le sujet du jour, la première émission de Françoise Hardy, c'était le 28 octobre 1962, c'était la soirée des résultats du référendum du général de Gaulle sur l'élection au suffrage universel. Et donc, elle a accompagné la Ve République jusqu'à aujourd'hui, et magnifiquement accompagnée. Ouais. Et c'est une artiste qui nous émeut et qui pour ma part, elle m'émeut autant qu'elle émeut mon épouse et mes enfants. Et c'est rare d'avoir comme ça des artistes qui font une certaine unanimité. Oui, c'est vrai qu'il y a une unanimité ce matin, il y a une véritable émotion, parce que vous l'avez dit, elle a accompagné les jeunes, les moins jeunes, et ce sont des chansons qu'on a eu, Jacques Miard, ça évoque quoi pour vous, Françoise Hardy? C'est évident, ça sonne dans les oreilles et ça émeut le cœur. Et je suis très heureux que notre ami lui rende un hommage en ajoutant qu'elle a accompagné la Ve République. Et donc j'espère que le décès de cette femme extraordinaire ne marque pas aussi la fin de la Ve République. Vous voyez ce que je veux dire? On ramène à la politique. On va écouter un petit extrait de cette chanson que vous avez choisie, Yves Damécourt. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive. Voilà, une chanson moins connue, beaucoup moins connue que celle qu'on entend. Donc c'est merci à vous de nous la faire entendre. On va rentrer maintenant dans le vif de l'actualité politique avec votre coup de gueule, Jacques, et celui d'Éric Tegner. Vous me permettrez quand même de faire un pas de côté. Émilie Gomis, ça vous dit peut-être quelque chose? C'est cette ancienne basketteuse qui a été d'ailleurs ambassadrice des JO et qui a été exclue, et qui a tweeté hier, je crois, ou ce matin, une photo d'une des otages qui a été libérée. Et avec ce commentaire, la dignité avec laquelle les otages du Hamas, les otages ont été traités par le Hamas, montre que l'humanité peut subsister même dans les moments les plus sombres, reflétant ainsi les valeurs de l'islam, une réalité que personne ne peut nier. Je trouve ces mots absolument à vomir. C'est des actes terroristes qui sont présentés de manière positive. Syndrome de Stockholm. Elle y était pas, elle, hein, donc. Non, mais. Vous avez raison, c'est renverser, scandaleux. Je dirais, les causes, prendre, je dirais, les conséquences pour absence de cause. Ouais. C'est inadmissible. J'ai trouvé ce tweet absolument à vomir. Alors allez-y, Jacques, vous avez la parole. Vous savez que je la prends. Oui. J'avais son coup de cœur. C'est bien connu. Voilà. Alors, non, j'ai voulu, j'ai cherché parce que actuellement on est pris par l'actualité, comme vous l'avez vu, on a tous été surpris par une certaine dissolution, mais laissons ça de côté. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, qui me frappe beaucoup actuellement, tant dans l'ordre interne que dans l'ordre international, c'est les excès. Et j'ai fait, vous savez, un message sur Zeus rend fou ceux qu'il veut perdre. Et on est à se demander si effectivement aujourd'hui, par ces excès, par ces apostrophes violentes, par ces violences aussi tout court, on n'est pas rentré dans une période de folie générale. Ouais. C'est une réflexion, vous voyez, c'est un coup de gueule, mais c'est aussi quelque part un appel en disant soyons peut-être un peu plus raisonnables et responsables, y compris dans le combat politique. C'est-à-dire, y compris dans le combat politique, commençons pas par traiter tous les gens d'extrêmes. C'est incroyable, c'est extrême d'un côté, extrême de l'autre, etc. J'ai presque envie de dire, il y a aussi des extrêmes conneries. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc, sur ce point précis, je veux simplement dire, je veux pas jouer les philosophes, hein, parce que on sait très bien que la chouette de Minerve ne prend son envol que le soir, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je crois que nous devons tous prendre nos responsabilités avec un peu de raison. Ouais. C'est cette raison qui manque. C'est un coup de gueule, c'est un appel
qui sera pas audible, je le sais, mais je le fais quand même. Oui, à la nuance, qu'il n'y a pas beaucoup de nuances. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Jacques Méard. Le problème, c'est qu'on a quand même un président dont le rôle essentiel est normalement de garantir, d'être le garant de l'unité de la nation. Et donc, si le président ne joue pas ce rôle-là, comment est-ce qu'on fait, quoi? Et donc là, c'est vraiment un pompier pyromane. Hein, PQFD. Voilà. Oui, non, mais absolument. Rien à ajouter. Éric Tegner, coup de gueule. C'est un coup de gueule, mais je pense qu'il va finir par se transformer en coup de cœur à la fin. Évidemment, c'est ces contorsions idéologiques, pour reprendre Éric Ciotti, qui ont un peu frappé ces cadres des Républicains toute la journée d'hier et encore ce matin, suite à la décision d'Éric Ciotti d'appeler justement un accord avec le Rassemblement National sur TF1. Donc évidemment, c'est un coup de cœur pour Éric Ciotti, qui en fait se contente d'écouter aussi une grande partie de la base militante, qui depuis des années en a assez de voir la gauche faire alliance en 24 heures, alors qu'ils s'écharpaient quelques heures juste avant. Ils font ça justement pour gagner. Et la droite en permanence a expliqué que le seul problème, ça serait l'extrême droite, le Rassemblement National, alors que sur le programme, ils ont exactement les mêmes choses. Donc c'était passionnant quand même hier de voir toutes ces personnes s'aligner comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc., en train d'essayer justement de condamner Éric Ciotti. Mon coup de gueule était plus pour son cabinet. On a vu son conseiller presse, ses conseillers en communication, vous savez, ses fidèles, comme on dit, qui l'ont lâché, ils ont bloqué son adresse mail, etc. Donc c'était aberrant. Et pourquoi je dis que c'est un coup de cœur au final? Parce que vous savez, ils ont convoqué un bureau politique à 15h pour exclure et démettre de ses fonctions Éric Ciotti de la présidence des Républicains. Sauf qu'il y a un problème statutaire. Et le coup de cœur, c'est parce que justement Éric Ciotti vient de publier, lui, un contre-communiqué où il explique que ce bureau politique, en fait, n'est absolument pas valide. Il prend les arguments juridiques, il explique qu'en fait, il n'y a que le président, donc lui, qui pourrait théoriquement le convoquer, ou alors un quart, justement, des membres du bureau politique qui lui ferait la demande et qui devrait être accepté sous 8 jours. Donc, de toute façon, il dit que ça ne respecte rien. Donc, on va se retrouver quand même avec une série d'épisodes qui vont être passionnants dans les jours à venir et qui va être aussi surprenant parce qu'il y a des gens en ce moment, il faut le dire, comme Xavier Bertrand, c'est cohérent avec ce qu'ils disent, la condamnation du Rassemblement National, etc. L'incohérence, c'est qu'il devrait aider Emmanuel Macron depuis longtemps, que Gérard Larcher aurait dû accepter la main tendue de devenir Premier ministre. Dans le fond, cette dissolution, elle est arrivée aussi pour ça, parce que eux-mêmes menacés d'une motion de censure, donc qui refusent de se mettre face à leurs responsabilités. Et de l'autre côté, des gens qui, de toute façon, si Jordan Bardella arrive à Matignon, on va apprendre qu'ils auront cherché à avoir un poste, et on les comprend. Je pense à David Lisnard, on en débattra peut-être tout à l'heure, je pense à François-Xavier Bellamy, etc., qui aujourd'hui tiennent une forme de ligne de crédibilité en disant oui, il faut rester indépendant, ok, mais derrière, de toute façon, il y a une élection, l'élection, elle va mener quand même potentiellement à un gouvernement du Rassemblement National, et on n'imagine pas ces figures-là se dire on va rester à côté. Et donc, ils vont finir de toute façon par travailler ensemble. Donc, Éric Ciotti, ce qui était intéressant quand même, c'est pour ça que je dis ça se finira en coup de cœur, c'est qu'il a tranché, il a su le faire aussi face au Cador et en disant, vous savez ce qu'on entend souvent à Paris, c'est la même chose. Apparemment, hein. Alors, il en avait quand même parlé la veille. Il a dit quoi? Il a dit devant Retailleau, etc. Écoutez, les contorsions idéologiques en permanence pour expliquer qu'il ne faut pas parler au Rassemblement National, il y en a ras-le-bol. Après, c'est normal d'un point de vue politique, il fallait qu'il y ait l'effet de surprise. C'est bien naturel. Et pour une fois que la surprise, elle est par le courage et par l'innovation du côté des Républicains, je trouve que ça soit pas un problème. En tout cas, Éric Ciotti aura joué un rôle majeur dans la crise que nous vivons, parce que dès dimanche à 20h15, sur les plateaux de télévision, il a clairement expliqué qu'il n'y aura pas d'accord avec Macron. Il a tout de suite fermé la porte. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron s'est empressé à 21h à dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'il a clairement compris. C'était prévu depuis très très longtemps, hein. Enfin, depuis un certain temps. Moi, bien sûr que si. Même pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Mais je peux vous dire que si. En tout cas, il l'avait annoncé à Madame van der Leyen quelques jours avant, et donc tout était calé. Ce qui était plutôt déterminant, c'était le côté il y avait la possibilité que Larcher soit Matignon, etc. Il sait très bien, Macron, qu'il y avait la problématique du budget de fin d'année où il pouvait avoir une motion de censure.
On sait qu'il est quand même très dépendant des marchés financiers, il est inquiet par les taux d'intérêt, etc. Et donc il voulait pas se retrouver. Non mais lui était intéressé par ça, et tant mieux, j'ai envie de dire. Voir les frontières, mais du coup, quand il a vu que Larcher, de toute façon, voulait pas, que LR ne voulait pas travailler avec lui dans le cadre d'une coalition, il lui restait de toute façon que la dissolution. Alors, on va marquer une pause. Je vous signale qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas arrivé à la conférence de presse qui devait démarrer à 11h. Qu'il avait déjà reporté hier. Voilà, une auditrice me dit un entretien d'embauche, il serait recalé. Elle a entièrement raison. Je crois qu'il est un peu en train d'être recalé. Et donc, on se retrouve. Puis Jacques Miard, vous nous direz ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé hier avec Éric Ciotti. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter... Comment on veut qualifier ça, le bordel ambiant, hein. Je vois pas d'autres mots pour qualifier la situation. Non, Valérie. Non, comment non. Vous avez un meilleur mot? Il faut jamais dire. Non, parce que Pierre, l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Jox disait toujours, Jacques ne dit pas bordel parce que les bordels sont les choses au monde les mieux organisées. Vous avez raison. Voilà. Alors, on va évidemment, on attend toujours l'arrivée d'Emmanuel Macron. 11h20, il n'est toujours pas. En attendant Godot. Mais Valérie, voilà. il attend la fin de votre émission. Voilà, c'est ça. Il est en train d'écouter ce que Jacques Miard va nous dire sur Éric Ciotti. Comment vous avez, vous qui êtes un gaulliste, réagi à cette. Moi, je vais pas ajouter à ce que vous avez qualifié de zizanie. Bon, pour ma part, je suis LR et je n'ai jamais changé d'étiquette. Mais chacun sait que je suis à l'extrême gauche des LR, n'est-ce pas? Oui. Et que, bien évidemment, j'ai toujours défendu mes convictions avec un certain nombre de points forts et qu'on m'a jamais reproché. Au sein des LR, personne ne m'a critiqué. Hein. Oui. Et bon, je suis pour la souveraineté de la France, je suis pour une politique étrangère indépendante, je suis pour combattre l'islamisme, ne pas confondre les terroristes par rapport aux victimes, hein, c'est ça. Et donc, en définitive, moi, je vais pas prendre parti, ça n'ajouterait rien. Je suis LR, j'ai des convictions fortes dans lesquelles beaucoup de mes concitoyens qui ne sont pas LR se retrouvent, et je peux vous dire que les Républicains, il y en a qui veulent l'indépendance politique de la France, qui veulent se débarrasser de Macron, parce qu'il a cassé le pays, hein, il a été méprisant, sa morgue, et toute la Macronie, c'est terminé. Donc mon objectif, c'est de mettre la Macronie dehors. D'accord, mais sur l'accord de Ciotti? Mais le problème n'est pas une question d'accord, c'est des affaires de boutique. Ouais, c'est un problème de présentation des candidats. Quand vous avez des candidats qui représentent, je dirais, ce que je viens d'énumérer, eh bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas LR et qui voteront pour eux. C'est tout. Voilà. Éric Tegner. Je comprends la stratégie de Jacques Miard d'un point de vue des élections. En revanche, je tiens à préciser que non, ce n'est pas qu'une histoire de boutique. Mettre fin au front républicain. Avoir un président des Républicains d'un parti qui depuis 40 ans justement, depuis 1986, ne cesse de dire on ne discutera pas avec le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, ça c'est un facteur idéologique au-delà d'une question de boutique. Et donc c'est de dire quoi? C'est de dire on va arrêter en permanence d'être soumis à la gauche et à l'ostracisation, etc. et aux injonctions, on va être accusé d'extrême droite. Et c'est important parce qu'en fait c'est la raison pour laquelle les Républicains, notamment sous Nicolas Sarkozy, lorsqu'ils ont accédé aux responsabilités, ils avaient peur de passer pour des gens d'extrême droite et donc ils ont nommé des gens comme Éric Besson, ils ont nommé des gens de gauche, ils ont fait l'ouverture, ils n'ont rien fait au ministère de la Culture, etc. parce que c'est intimement idéologique. Donc là, Éric Ciotti, il envoie un message qui va plaire à énormément de gens, c'est de dire aujourd'hui, ce qui compte, justement, c'est un vrai programme de droite. Et la gauche, en fait, il y en a ras-le-bol. C'est terminé. Donc ça, c'est pas qu'une histoire de boutique. Je pense que c'est historique et c'est la raison pour laquelle il y en a qui pètent un plomb dans votre parti aujourd'hui. Juste pour vous dire, dans mon esprit, le combat que j'ai mené sans changer en cohérence, sans changer de discours, même Juppé m'a dit... Je suis étonné parce que tu as toujours dit la même chose sur l'Europe, parce qu'ils ont créé une usine à gaz qui va imploser. Ce n'est pas une question de boutique.
C'est une question de cohérence et de projet pour la France. Ouais. Et donc, de ce côté-là, c'est la raison pour laquelle, moi, je dis, je vais pas prendre parti dans cette affaire-là. Oui, parce que, mais vous, attendez, un autre point, juste un autre point. Vous avez parlé d'extrémisme. Mais alors ça, c'est la bouteille en or. Quand vous balancez ça à la gueule à longueur de temps, c'est imbécile. Voilà, parce que croire qu'il y a des extrémistes sur la droite, sur la gauche, etc. Non, il y a des gens qui ont des positions et qui les défendent. Oui, Michel Taub puis Yves Damécourt après. Non, mais en même temps, Jacques, comment dire, il y a une forme de paradoxe à être en même temps aussi clair comme vous l'êtes sur vos convictions, et c'est vrai que vous êtes parmi ceux qui à LR a toujours été extrêmement ferme sur vos positions, et en même temps de ne pas dire clairement Ciotti a raison. Ouais. Mais non, mais c'est pas le problème. C'est pas de savoir si vous avez raison ou non. Qu'est-ce que ça ajouterait? Le problème, ce sont les électeurs. Les électeurs vont se déterminer par rapport à mon profil politique, puisque je suis candidat. Hein. Et mon profil politique, il est clair. Personne ne peut me reprocher les incohérences. Personne ne peut me reprocher, je dirais, les changements de cap, comme on a vu dans de très nombreux candidats qui ont été sanctionnés. Je ne suis pas une girouette. Yves Damécourt, David Lisnard, lui, il a une position un peu particulière dans ce paysage En fait, David politique. Lisnard, il s'inscrit dans le temps long. Donc, si vous voulez, les tempêtes, c'est bien gentil, mais enfin, si on n'a pas un port d'attache, finalement, on meurt dans la tempête. Donc, lui, il fixe un point qui est avec un projet, avec des idées fortes. Et la tempête actuelle, on regarde ça curieusement. En fait, les positions des uns et des autres sont pas très claires. François-Xavier Bellamy, lui, quand il dit il faudra de toute façon faire barrage à la France insoumise et à ce mouvement antisémite et pro-Hamas, c'est clair. C'est-à-dire que la consigne a dit, voilà, quand on a un candidat de la France insoumise et nous, dans notre monde rural, on a l'habitude de dire au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Et donc au deuxième tour, si on a la France insoumise, on vote contre la France insoumise. Après ça, ce dont parle Éric Ciotti, c'est pas clair non plus. Est-ce que c'est un accord sur un programme commun? Est-ce que c'est un accord de désistement réciproque? Est-ce que c'est un accord sur la présentation des candidats en disant là où tu es présent, moi je suis absent et vice versa? On n'en sait rien en fait. Alors, et donc tout le monde s'exprime sur un accord qu'on ne connaît pas. Et en fait, plus qu'un accord, il a même pas parlé d'accord, il a dit j'appelle à un accord. Alors je suis heureux de vous éclairer du coup. Alors Éric Tegner, ce qui se dit, parce que c'est en négociation, c'est que Jordan Bardella lui aurait donné entre 60 et 140 justement circonscriptions, où il n'aurait pas besoin d'être étiqueté RN, donc il pourrait y aller comme des candidats LR, et où justement, en face, il n'y aurait pas de candidats LR. Et l'objectif d'Éric Ciotti serait de construire aussi son propre groupe, un groupe qui serait pivot à gauche justement du Rassemblement national, un peu à l'image d'Horizon pour la République, un peu comme Horizon justement chez Renaissance, et donc pour influencer sur le programme. Donc là-dessus, on le voit quand même, il n'est pas du tout dans une logique de ralliement au Rassemblement national. Ça montre aussi que le Rassemblement national a enfin écouté cette logique d'ouverture. Après, il se passe 3 jours. Qui vont être ces fameux candidats? Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a 24 députés LR qui se sont prononcés contre Éric Ciotti. Mais il y en a bien d'autres aujourd'hui qui ne se sont pas prononcés. On parle d'une vingtaine de députés potentiels. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'ils sortent trop vite justement dans la lumière, parce que sinon les Républicains ou Retailleau vont se dire on va leur envoyer des candidats en face. Donc on est aussi sur cette logique-là. Mais encore une fois, il y a quand on dit c'est de la tambouille, non, à un moment donné, de toute façon, il y a 1 semaine pour déposer des listes, c'est de la stratégie, tant mieux. Après on va rentrer sur les projets, les programmes, etc. Mais derrière, excusez-moi, c'est pas juste une dissolution pour avoir des députés. Derrière, c'est pour potentiellement une coalition gouvernementale. Ça veut dire faire appliquer des choses extrêmement concrètes pour le pays. Donc le temps long, c'est bien, mais à chaque fois aussi on parle d'urgence, et l'urgence c'est le 8 juillet. Qu'est-ce qui sera fait? Quels seront les projets? Avec qui? On y revient dans un instant, on marque une pause, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Le président de la République a commencé sa conférence de presse. J'ai écouté quelques instants pendant la pub. Les masques tombent. La droite vient de faire alliance, enfin celui qui le représente, avec l'extrême droite qui veut museler la presse. Enfin bon, on sent que là on a compris que le discours allait être celui-là, hein, l'épouvantail du Rassemblement national. Mais est-ce que c'est la bonne... Oui, Michel. Moi, j'aimerais revenir sur Éric Ciotti. Je pense qu'il est quand même difficile de ne pas croire qu'il a tourné kazakh, sinon pour sauver des places de députés. Comme d'ailleurs pour la NUPES, le fameux Front Populaire, je trouve ça scandaleux qu'ils appellent ça d'ailleurs le Front Populaire. Je trouve que c'est une honte à notre histoire. Mais franchement, la seule et principale raison pour laquelle Éric Ciotti passe cet accord avec le Rassemblement national, c'est pour sauver des postes de députés. Et j'ajoute, c'est que ils ont parlé de mettre en place une charte qui relie le Rassemblement national et différentes forces politiques qui le rejoindraient. Une charte. Qu'est-ce que c'est qu'une charte ? Ça n'a aucune valeur, ça ne prête à rien. Qu'est-ce qui va se passer au lendemain des législatives si Bardella devient Premier ministre ? Sur tous les vrais sujets de fond, la réforme des retraites, le soutien à l'Ukraine, tous les vrais sujets, ils vont se diviser. Ça ne fonctionnera pas. Et donc, de toute façon, je pense que à cause d'Emmanuel Macron, qui évidemment impose à tout le monde des délais tellement insoutenables, on est en train, la folie gagne nos politiques. Oui, mais justement, ne faisons pas de prospective de ce qui va se passer, etc. On ne sait pas ce qui va se passer, mais parlons concrètement aujourd'hui de cette campagne qui va commencer dimanche. D'ailleurs, ce temps, on peut parler de la rapidité infernale pour les candidats qui vont devoir mettre en place tout un tas de choses. Oui, Éric Tegner, parlons de ce qui se passe. Et là, des premiers mots d'Emmanuel Macron qui concernent le Rassemblement national. Alors, Emmanuel Macron est un ultra-démago. C'est lui le populiste aujourd'hui. Parce que expliquer que le Rassemblement national aujourd'hui voudrait museler la presse, ça veut dire quoi ? Est-ce que le Rassemblement national a annoncé qu'il supprimerait les subventions de Libération, etc. Non, absolument pas en fait aujourd'hui. Donc ça c'est faux. Expliquer qu'il y aurait les vrais Français, les faux Français, comme si en fait le Rassemblement national allait commencer justement à enlever des nationalités à des gens, c'est aberrant. Parce que de toute façon, pourquoi il est dissous ? Je pense pas que ça soit pour se dire on va mettre le Rassemblement national au pouvoir et du coup ils vont prouver qu'ils sont incapables. Parce qu'il est intimement convaincu qu'il va gagner, parce qu'il est intimement convaincu que de toute façon c'est un accident ce résultat électoral. Il est convaincu aussi que de toute façon les idées du Rassemblement national c'est uniquement de la démagogie, c'est uniquement du populisme. Il ne comprend pas la fac de fond. Le Rassemblement national ne ferait pas campagne qui ferait un excellent score, parce que la campagne en fait du Rassemblement national c'est la politique d'Emmanuel Macron qui l'amène de toute façon. Oui, mais et la déconnexion que vous... Analyse, Valérie. Oui, vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Non, attendez, je vais vous dire, je crois que ce que Macron n'a pas du tout intégré depuis quelque temps, c'est son rejet. Et là, ça atteint, je dirais, tous les clones qui sont avec lui. Donc la Macronie, et dans ce qu'on entend effectivement de la part de Macron actuellement, plus il parle, plus il va faire perdre son camp. Absolument, mais c'est ce qu'on dit depuis, même quand il est entré dans la campagne des Européennes. Bien évidemment. Donc c'est quoi ? Mais c'est une déconnexion c'est tout simplement un rejet et qu'on va vers une crise de régime. On a bien compris qu'il y avait un rejet, mais lui... c'est de l'orgueil. Lui, c'est quoi ? Quand on voit... C'est de l'ubris mal placé et de la folie. Les off le racontent. Il a vu justement des visiteurs du soir régulièrement. C'est Le Monde qui raconte ça. Où les visiteurs du soir lui ont dit mais en fait le problème c'est vous. Il y a des gens vous savez qui vous détestent. Et Macron dit non, il vous déteste vous. Il est convaincu que de toute façon c'est la faute d'Attal, c'est la faute de ses députés, etc. Parce qu'il a été réélu une deuxième fois. Bon, effectivement, quand on y repense, on se demande comment c'est arrivé. Et donc, il pense que de toute façon, il marche sur l'eau. C'est la raison pour laquelle, derrière, s'il perd, moi je suis intimement convaincu, comme des journalistes éminemment respectables, je pense à Ludovic Vigogne, par exemple, aujourd'hui de la Tribune Dimanche, que la question de sa démission peut se produire. Parce qu'il sera vexé, il sera blessé, et il aura envie de se dire d'une certaine façon, vous n'avez pas voulu de moi, débrouillez-vous. Et je pense que ça peut arriver. Oui. La vérité, c'est qu'on est toujours sur Emmanuel Macron a été élu par erreur. C'est pas lui qui était programmé pour être président de la République. Et donc, il se trouve que les planètes ont été alignées, qu'il a été élu. Il a été élu par erreur. Et les Français ont conscience qu'il a été élu par erreur.
Après ça, il y a eu les différentes crises qui ont émaillé son septennat, son quinquennat. Oui. Et à mon avis, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la suite logique de la crise des Gilets jaunes. En fait, quand vous regardez la carte de France qu'a publié le Parisien, vous avez en fait toutes les métropoles qui ont voté comme d'habitude, avec les socialistes, les écologistes, les républicains, etc. Et avec les extrêmes qui sont dans les choux. Et puis vous avez tout le monde rural, et puis certains quartiers sensibles, où là, c'est les extrêmes qui ont pris le pas. Ouais. Et donc, le problème, c'est que l'entourage d'Emmanuel Macron, il est francilien. Tous les gens qui gravitent, il est dans ce milieu-là. Et donc, il se rend pas compte, quoi. Il prend pas la mesure de ce qui se passe. Et donc, il est cramé, Macron. Il est cramé et il se rend pas compte qu'il est cramé. Il est persuadé qu'il va réussir à se sortir de ça. On a l'impression qu'il joue à Koh-Lanta. Sauf que le problème, c'est qu'il a pas trouvé son collier d'immunité. C'est punchline. Non, mais c'est tout à fait exact. Mais ça paraît fou. C'est le président de la République d'être déconnecté. Dans le moment de l'histoire, on a des périodes de folie. Eh bien, là, on en a une. Et comme le disait Erasme, le poisson pourrit par la tête. Et son entourage, on sait qu'Alexis Kohler, justement, lui a recommandé de faire ça. Oui. Après, faut le saluer, tant mieux. C'est le retour de la politique. D'une certaine façon, il écoute un peu, non pas les Français, mais le résultat. Ouais. Donc il se produit quelque chose. Parce que le résultat, ça en dit long. Quand vous disiez tout à l'heure, Éric Ciotti, par exemple, il veut juste sauver des sièges. Moi, je veux mettre une petite nuance là-dessus. Déjà, s'il veut les sauver, ça veut dire qu'il pense qu'il peut les perdre. Et s'il pense qu'il peut les perdre, ça veut dire qu'il pense justement que les électeurs peuvent se détourner de lui pour certaines raisons. Donc ça veut dire que c'est une traduction aussi idéologique derrière. Et ce que je veux noter aussi sur Éric Ciotti, c'est qu'il aurait pu tout à fait de faire un petit deal caché avec Marine Le Pen en disant juste tu me mets pas de candidat en face de moi parce que derrière faut pas insulter l'avenir. Il aurait réussi à le faire. Il était pas obligé d'aller sur TF1. Là, il a mené un rôle éminemment politique et il faut souligner aussi un autre élément, c'est que contrairement à 2022 où effectivement c'était assez risqué pour lui au second tour, là, la République en marche Renaissance en face est beaucoup plus faible. Donc il était beaucoup moins en risque qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, même si la région PACA, effectivement, les élus lui ont mis la pression. Mais les élus, parce qu'ils sont sur le terrain, parce que là-bas, ils voient à chaque fois Reconquête, le Rassemblement national monter, et ils leur disent que les électeurs ne comprennent pas qu'il n'y ait pas d'alliance des droites. Et vous savez, tout à l'heure, on écoutait justement Emmanuel Macron lors de sa conférence. Qu'est-ce qu'il fait? De la diabolisation en permanence et à outrance, parce que ça serait d'extrême droite d'être contre l'immigration. Oui, mais là, il a allumé aussi visiblement LFI. Une auditrice me dit je suis insulté, il vient de dire que j'étais antisémite. Moi, ce que je voulais dire, c'est que donc il allume tout le monde, les extrêmes. C'est ça. Moi, en une chose sur deux qui dit il a pas tort, donc je mettrais ça là-dedans. Sur les perspectives à venir, vous parlez de possibles démissions du chef de l'État. Une chose est sûre, c'est que si on se retrouve en cohabitation entre Emmanuel Macron et un gouvernement dirigé par le Rassemblement national, le chef de l'État a beaucoup d'outils pour bloquer et pour freiner et pour empêcher certaines décisions prises par le gouvernement. Je me souviens que lorsque Mitterrand avait comme Premier ministre Jacques Chirac, et il y a eu quelques petits moments sur des publications au journal officiel de lois votées par la majorité de droite à l'époque, le chef d'État a essayé de freiner. Donc c'est vrai que là, qu'est-ce qui va se passer? La France va perdre un temps fou. Parce que la France a besoin d'être gouvernée, il y a des décisions à prendre. Et là, en fait, si on a une cohabitation, on va avoir une paralysie, à mon avis, institutionnelle, qui est une étape de plus dans l'épuisement et quelque part la fin de la Ve République. Mais de toute façon, c'était 3 ans perdus. On sait qu'après les Jeux Olympiques et les élections européennes, justement, les chevaux de course, ils allaient se lancer. Donc pendant 3 ans, il n'avait plus de pouvoir, il a une majorité relative. Édouard Philippe allait se lancer, etc. Il n'allait rien se passer dans les 3 années à venir. Là, il ne peut que se produire des choses. Et d'une certaine façon, bien sûr que le Rassemblement national pourra pas tout faire, et d'un point de vue stratégique, tant mieux. Ça leur permettra de dire, bon, on a fait des choses, on peut pas tout, c'est pour ça que 2027, il faut élire Marine Le Pen, par exemple, le référendum sur l'immigration, effectivement, qui est impossible. Ils vont aussi pouvoir dire, ça a été bloqué par le Conseil constitutionnel, parce qu'on sait très bien que Laurent Fabius, il va mener ce combat, et donc ça va permettre d'imposer qu'en 2027, la question de la réforme de la constitutionnelle se pose. Donc c'est des éléments quand même qui vont servir de carburant. Moi, je suis convaincu que si le Rassemblement national arrive justement à Matignon, c'est 15 ans de pouvoir.
Et c'est bien pour ça que beaucoup de gens vont basculer là-dedans et que les gens aujourd'hui justement sont craintifs de cet élément-là. Donc le coup de dire ils pourront pas rien faire, ils vont perdre, etc. Du coup les électeurs vont se détourner. On verra, on n'y est pas encore. Parce que je crois qu'il faut éviter de tirer des plans sur la comète. Parce qu'un gouvernement a aussi des moyens dans la cohabitation. Moi j'en ai vécu une, etc. Je peux vous dire qu'il a aussi des pouvoirs et parfois des pouvoirs pour bloquer le président, comme le président peut bloquer le Premier ministre. Ça risque d'être une cohabitation, s'il y a cohabitation, parce qu'il peut y avoir aussi refus de monter aux cohabitations, et à ce moment-là, on a la crise de régime et ça va au bout. Et donc, il faut pas tirer. Mais ce qui est certain, ce sera, si cohabitation, elle va être musclée. Ça, je vous l'accorde. Mais Valérie Vsé, quand vous dites qu'il faut pas faire de plan sur la comète, les Français, dimanche soir, ils ont rien compris. C'est quoi une dissolution? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est quand même important aussi d'expliquer aux Français quel va être l'impact selon le résultat. Quelles peuvent être les réformes qui peuvent être faites, etc. Et par exemple, concrètement, ça, c'est pour les journalistes du Monde. Non, mais c'est pour changer la vie des gens. Regardez, les Français, je sais que Jacques Mir, je sais que vous êtes plutôt conservateur. Je connais pas votre position sur, sur par exemple l'euthanasie, etc. Il y a un fait, c'est que tous les partisans qui luttaient contre l'euthanasie, la dissolution fait que le projet de loi, il est à la poubelle. Mais il y a quand même des impacts immédiats. S'il y a une suppression de la réforme des retraites, c'est quelque chose qui va quand même changer le mode de vie des gens. Faut pas être bourgeois à se dire on est telle chose, ça changera pas la vie des gens quand même. Il y a des sujets qui pourront être traités à nouveau par la majorité qui sortira des urnes. Mais ce qui se passe quand je le vois sur un œil, puisque j'ai allumé la radio, la télé pour voir ce qu'il dit, on voit très bien qu'il part sur le combat républicain contre les extrêmes. Contre les extrêmes, c'est ça. Voilà, tous les extrêmes de tous bords, mais c'est une bévue totale. Complet. À côté de la plaque, ce qu'on disait au début. À côté de la plaque. Ça ne prend plus. L'accusation d'extrémisme ne prend plus. Juste, on est dans House of Cards, dans La Fièvre, ou ce que vous voulez. Baron Noir, c'est ce qu'il a fait. Ou Baron Noir, mais là on apprend qu'Éric Ciotti a fait fermer le siège des Républicains en demandant aux salariés de sortir avant midi. Donc de source LR, il aurait fait fermer le siège du parti. Donc on est dans une crise terrible. C'est le président. Je sais pas, les LR passent leur temps à dire il faut respecter l'autorité. Éric Ciotti fait preuve d'autorité. David Lisnard, il est membre de l'R. Oui, mais il ne siège pas ni au bureau politique, ni à la Commission nationale d'investiture. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. J'étais en train d'écouter le président de la République et je dois vous avouer que les bras m'en tombent. Il promet un grand débat sur la laïcité pour prendre des mesures claires, mais bon sang. On n'a pas besoin de débat. Mais bon sang. Non, mais c'est pas. Mais bon sang, comme s'il était en campagne pour une élection présidentielle avec un nouveau président. Il annonce également des mesures de fermeté, mais bon sang, il vient de s'en rendre compte. Plus de fermeté dans la République. Il promet plus d'autorité à tous les étages. Qui peut y croire encore? Non, mais surtout que derrière, il y a Dupond-Moretti, la justice, donc la fermeté, merci. Et leur truc de la laïcité, ça va finir avec Bellatar qui lui donne des conseils. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il commence par une grande annonce, justement, on va apprendre les valeurs de la République, et à la fin, c'est l'éducateur qui vote la France insoumise qui s'occupe de faire ses petits cours d'apprentissage de la République à l'école. Donc c'est un problème. Peut-être Yves Damécourt, sur cette espèce de promesse de campagne auquel personne ne peut croire aujourd'hui. En plus de ça, on ne nomme jamais les choses. Il n'y a pas de problème de laïcité en France, les choses vont très bien. Il y a un problème de compatibilité entre l'islam radical et la République. Donc il faut nommer les débats. Mais le problème, c'est qu'il a fui ce débat depuis qu'il est élu. Et aujourd'hui, il arrive là et hop, il nous remet tout ça sur la table comme s'il avait été élu ce week-end. Enfin, il est hallucinant. À côté de ses pompes, et c'est tout. Il est décalé par rapport à la réalité. Il rêve, il vit dans l'utopie, il vit dans son credo. Et donc, vous ne pouvez pas raisonner un homme qui nie les réalités à ce point. Ça s'appelle, je dirais, ça relève de la psychiatrie. Oui, non, mais il est convaincu que ça peut marcher, c'est ça? C'est incroyable, c'est incroyable. Je crois que... Surtout qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sa maman lui a toujours dit qu'il était le meilleur et il continue à le croire. En plus, sa seule chance qu'il a de faire passer un truc, faut le noter, c'est qu'il s'allie avec la gauche.
Ouais. Donc vous regardez quand même aujourd'hui les sondages, etc. Si il veut avoir une majorité, il va devoir aller faire du débauchage justement chez les gens qui passent leur temps à soutenir justement les partisans de l'islamisme. Donc il faut quand même le noter. Oui. On n'a jamais fait autant de psychologie sur une femme ou un homme politique. Oui, mais c'est vrai qu'on... je trouve que véritablement, enfin moi je l'ai écrit dans un édito hier, il y a une forme de suicide politique de sa part. Je pense que dans sa tête, il se dit « je suis la France, je me suicide politiquement, je suicide la France ». Et vraiment, il y a de nombreux gestes qui le prouvent depuis ces derniers temps. Il y a tellement eu d'aller-retour. Je parlais avant de ce qui se passe à Belfort avec l'indépendance énergétique et nucléaire française, mais c'est tellement important. Un autre exemple qui est vraiment scandaleux. Gabriel Attal annonce, lorsqu'il arrive à Matignon, qu'il va y avoir, ou je crois qu'il l'avait même fait lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, qu'il va y avoir un uniforme scolaire, un uniforme pour tous les élèves dans les établissements de France. Combien d'enfants portent aujourd'hui un uniforme scolaire dans les écoles de France? Combien? Ouais. Aucun. À part dans et c'est sans arrêt. Le service national universel, qui était une bonne idée au départ, une tentative de rattraper l'erreur historique qu'a commise Jacques Chirac de supprimer le service militaire. Le service national universel, c'est un échec complet. Ça marche presque pas. Ouais. Et c'est sans arrêt comme ça. Tout ce qu'il touche, presque tout ce qu'il touche, il l'échoue, quoi. Donc il faut que collectivement, on accompagne le président de la République vers la fin de vie politique. Oui. C'est pas en tout cas... À mon avis, les Français vont le lui dire aux prochaines élections législatives. Et là, effectivement, il va peut-être tomber, vous savez, de Zeus et notamment du Capitole à la Roche-Sarpéienne, il y a que quelques pas. Et donc, à mon avis, ça peut se terminer comme ça. Oui, mais le tout, c'est qu'il n'emporte pas la France avec lui-même. Et c'est ça la difficulté. Mais quand même. Te tracasse pas, elle survivra. Mais il y aura toujours quelqu'un qui viendra. Elle est abîmée, la France. Je suis désolé, la France, elle est abîmée. Elle est aussi dans une grande dépression. Mais comme disait De Gaulle, par son génie du renouveau, elle reviendra. C'est vrai. Non, mais surtout, qui parmi nos auditeurs se dit que si Macron a arrêté son mandat 2 ou 3 ans avant, justement, la France a terminé, en fait. Personne ne le pense. Il y a une communicante qui me dit « Je suis absolument effondrée d'entendre le président de la République annoncer tout ce qu'il n'a pas fait depuis 7 ans. Cette conférence de presse est une erreur de communication. Il avait annoncé la dissolution. Il devait se taire ensuite. » Mais bien sûr. Mais là, c'est pas grave, qui continue. C'est un moteur. Il est en train d'aider ses adversaires. Alors moi, j'ai une chose sur laquelle je voulais vous entendre aussi, c'est sur ces manifestations. C'est un carburant aussi. Ces manifestations qui se produisent dans les grandes villes depuis l'annonce des résultats de dimanche, avec ce refus finalement d'une partie de la gauche du résultat des urnes. Il y a une élection, des candidats ont été élus et on va dans la rue et on casse et on proteste avec. Ils sont en campagne. Ils essayent de nous rejouer 2002, sauf que le contexte n'est pas le même du tout et qu'aujourd'hui c'est un Français sur 3 qui a voté pour le Rassemblement national. Donc il ne s'agit pas de soutenir Jacques Chirac au deuxième tour face à Jean-Marie Le Pen. Enfin, tout ça n'a pas tellement de sens. Et la France insoumise est clairement en campagne. Il mélange un petit peu tous les sujets, le Rassemblement national, l'extrême droite, la Palestine, le Hamas, etc. On est dans une folie, quoi. Je suis pas sûr que ça leur rende bien service pour la suite des opérations. Ouais. Non, mais ça va convaincre les Français que l'avenir n'est ni avec Macron, ni avec LFI. Et c'est un carburant. Et vous savez, même les retraités qui sont habituellement tentés par Emmanuel Macron, et là on a vu quand même qu'il y a une poussée du Rassemblement national dans toutes les catégories, c'est quand même important ça de le dire, le chaos, en fait, ils comprennent que le chaos aujourd'hui, c'est aussi avec Macron, alors qu'à l'époque, il avait été élu en disant c'est elle ou le chaos, en parlant de Marine Le Pen. Donc toutes ces images des manifestations, etc., c'est du carburant pour le Rassemblement national, puisqu'il se dévoile, de toute façon, depuis le 7 octobre, l'extrême gauche, ils avancent, il n'y a plus de visage masqué là. Non, absolument. Donc on va voir effectivement comment les choses vont se passer. À gauche, c'est pas simple non plus, avec cette recomposition, avec la situation de Raphaël Glucksmann, à laquelle on ne comprend pas. Ils sont quand même pas à 25% dans les sondages. Ouais. Ils sont en capacité justement de s'allier. En 24 heures, ils ont oublié Gaza. Oui, c'était bon, ils ont su se mettre autour de la table et discuter. Donc ils vont faire un score. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer leur capacité de
nuisances et de mettre notre pays dans une situation extrêmement violente dans les semaines qui viennent. Je parle des Insoumis et de leurs alliés islamistes. Pour l'instant, dans les banlieues, ça ne bouge pas, si je me trompe pas. Mais encore une fois, ils sont dans une telle stratégie de communautarisation. Le tweet de Madame Gomis tout à l'heure, c'est une honte. C'est une honte pour nos concitoyens de confession musulmane, qui sont évidemment convaincus que ce qu'a fait le Hamas est scandaleux, était inadmissible, est un crime contre l'humanité, etc. Et donc, ils sont manifestement dans une stratégie insurrectionnelle dont ils peuvent se dire peut-être que jusqu'au 30 juin et surtout au 7 ou 9 juillet, ils vont mettre le feu à la République parce que c'est comme ils vont perdre du côté électoral, ils vont peut-être se dire la perspective de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, c'est le moment d'aller au bout de la stratégie insurrectionnelle. Et je pense que pour les policiers qui font un travail déjà très difficile, qui se préparent pour les Jeux Olympiques, là, les semaines qui viennent vont être très chaudes. Mais stratégiquement, c'est ce qui va aider le Rassemblement national, s'ils arrivent aux responsabilités, à faire passer justement des réformes. Il vaut mieux qu'ils aient une opposition extrême, à extrême gauche, qui fait peur aux Français, etc., qu'une opposition modérée qui va simplement faire du contrôle et donc qui va quand même être acceptable. Moi, j'ai toujours été convaincu que pour 2027, Mélenchon, son objectif, c'était de refuser l'élection de Marine Le Pen et justement de faire 5 ans d'agir propre dans la rue. Donc, ils vont juste le faire plus tôt. Ce que vient de dire Michel, juste un mot, ce que vient de dire Michel Taube est possible. C'est là où je vous dis que le brin de folie, il va falloir qu'il se calme. Parce que s'il y en a qui veulent aller, je dirais, contester le verdict qui va tomber dans les urnes par la force, ils en porteront la responsabilité et peuvent le payer très cher. Bien sûr. Je me souviens des mots de Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur et qu'il a quitté en fait la Macronie, qui craignait de voir que les Français se combattent les Français et donc il annonçait une guerre civile. Juste, Édouard Philippe n'est pas présent à la conférence de presse et un journaliste dit « Je croyais qu'il s'agissait d'une conférence de presse d'un chef de guerre pour des élections législatives anticipées. Pas du tout, c'est la conférence de presse d'un président de la République très heureux de la richesse de son bilan et décidé à aller plus loin et à suivre également ce qui se passe au siège des LR. Notre consoeur Noémie Alioua nous dit « Ça ressemble à l'attaque du Capitole. On y va de ce pas. » Sauf que là, excusez-moi, encore une fois, comment dire, Ciotti, c'est Biden, c'est le président. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.